Papa a dit, il faut qu'on parle, après avoir surpris ma sœur avec mon mari mais quand j'ai pris la parole. Je m'appelle Amélia, j'ai 28 ans, et je viens d'entrer dans la maison de mon enfance pour trouver toute ma famille assise en formation parfaite dans le salon, comme s'ils organisaient une intervention. Mon mari, David, est là aussi, l'air sur le point de vomir, et ma sœur Émilie rayonne presque d'un étrange sourire victorieux qui me donne la chair de poule. Ma fille, assieds-toi. Il faut qu'on parle, dit mon père en désignant la seule chaise vide qu'ils ont placée directement au centre de la pièce. Maintenant, si vous regardez ceci en pensant, oh non, la pauvre Amélia va se faire prendre par surprise, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Je sais exactement de quoi il s'agit. Je le sais depuis des semaines. Mais voilà le truc quand on a été la fille responsable toute sa vie. Les gens supposent que vous êtes naïve, pas stratégique. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Vous voyez, en grandissant, Émilie et moi étions comme les deux faces d'une pièce très déséquilibrée. J'étais celle qui obtenait des notes parfaites, qui travaillait à temps partiel pour aider aux dépenses familiales et qui ne causait jamais de problème. Émilie, elle, était la petite dernière, la créative, l'esprit libre qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle faisait tout de travers. Quand Émilie a échoué en maths au lycée, je lui ai donné des cours particuliers pendant 3 mois jusqu'à ce qu'elle réussisse. Quand elle a accidenté la voiture de papa à 17 ans, je lui ai prêté mes économies pour aider à couvrir la franchise d'assurance. Quand elle a eu besoin d'un cosignataire pour son appartement parce que sa solvabilité était désastreuse, devinez qui s'est porté volontaire? Ce serait moi, Sainte Amélia, patronne de ceux qui réparent les bêtises des autres. Mais Émilie n'a jamais vu ça comme de l'aide. Elle voyait ça comme une façon pour moi de me vanter, d'être l'enfant modèle, de la faire paraître mauvaise. L'ironie, c'est que je n'ai jamais été la préférée de maman et papa. Cet honneur revenait à leur précieuse petite fille. J'étais juste la personne fiable, ce qui, en termes familiaux, signifie celle que l'on considère comme acquise. Le schéma était toujours le même. Émilie créait le chaos. Je réparais les dégâts. Et puis, d'une manière ou d'une autre, je finissais par être la méchante pour l'avoir fait se sentir inférieure. Selon la logique familiale, mon succès n'était qu'une autre façon d'être méchante avec ma sœur. Avance rapide à l'année dernière, quand j'ai épousé David. David, doux et travailleur, qui gérait un petit cabinet comptable et conduisait une Honda Civic raisonnable. Pas du tout le genre habituel d'Émilie. Elle sortait généralement avec des artistes et des musiciens mauvais garçons qui rendaient bien en photo mais ne pouvaient pas garder un emploi. Mais quelque chose a changé à notre mariage. J'ai surpris Émilie en train de fixer David pendant notre première danse avec cette étrange expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la joie pour sa sœur, ni même son ennui habituel lors des événements familiaux, mais quelque chose de plus affamé. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais vous savez ce qu'on dit avec le recul. Le problème avec Émilie, c'est qu'elle n'a jamais voulu quelque chose qui lui appartenait. Elle ne désire que ce qui appartient aux autres. Mes jouets quand nous étions enfants, mes amis au lycée, mon petit ami à l'université. Heureusement, celui-là n'a pas marché de toute façon, car il s'est avéré être un parfait loser. Mais David était différent. David était à moi d'une manière qui comptait. Nous nous sommes rencontrés dans un café où je corrigeais des copies. J'enseignais en CE2 à l'époque et il examinait des dossiers clients. Il a engagé la conversation à propos de la pile de fiches d'exercices d'arithmétique que je corrigeais. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler pendant 2 heures de tout, de la politique éducative à son rêve de créer son propre cabinet. David n'était ni tapa accent grave l'œil ni théâtral. Il m'a apporté du café tous les matins pendant 3 mois avant de finalement m'inviter à sortir. Il se souvenait que j'aimais de sucre, pas de crème. Il écoutait quand je me plaignais des parents difficiles et des coupes budgétaires. Il me faisait sentir valorisée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour lui. Quand je l'ai ramené à la maison pour la première fois, maman et papa ont été poliment impressionnés. Un homme responsable avec une carrière stable qui adorait clairement leur fille. Toutes les cases étaient cochées. Même Émilie semblait approuver, ce qui,
honnêtement, m'a surprise car elle trouvait généralement mes choix ennuyeux. Il est vraiment mignon, a-t-elle dit ce soir-là pendant que nous faisions la vaisselle. Je m'attendais à un stéréotype de comptable ringard, mais il a ses magnifiques yeux verts. J'aurais dû faire attention à la façon dont elle a dit « magnifique », comme si elle cataloguait ses traits pour une référence future. Mais apparemment, j'étais trop occupée à être une épouse confiante pour remarquer que ma sœur déshabillait mentalement mon mari. Après notre mariage, les dîners de famille sont devenus cette étrange danse où Émilie faisait des tentatives de plus en plus évidentes pour attirer l'attention de David. Rien que l'on puisse dénoncer directement, juste des étreintes qui s'éternisaient, des compliments sur sa chemise, lui demandant son avis sur des choses dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. « David, tu es si doué avec l'argent. Peux-tu regarder mon budget et me dire où je me trompe ? David, j'ai besoin du point de vue d'un homme sur ce type avec qui je sors. Qu'en penses-tu ? David, toi et Amélia avez tellement de chance de vous être trouvés. J'espère trouver quelqu'un d'aussi merveilleux que toi un jour. » Je l'ai mentionné une fois à David, prudemment, ne voulant pas paraître paranoïaque ou jalouse. « Émilie n'agit-elle pas bizarrement avec toi ces derniers temps ? » Il a balayé ça d'un rire. « Elle est juste amicale. Je pense qu'elle est heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te traite bien. Et peut-être que c'est ce que je voulais croire aussi, parce que l'alternative que ma petite sœur ciblait systématiquement mon mari était trop horrible à envisager. Mais Émilie avait toujours été une collectionneuse des choses des autres. Et maintenant, je commençais à réaliser que David pourrait bien être sa prochaine acquisition. Le vrai problème n'était même pas David, cependant. Le vrai problème était que notre famille avait passé 28 ans à apprendre à Émilie qu'elle méritait tout ce qu'elle voulait, et à m'apprendre que mon rôle était de m'assurer qu'elle l'obtienne. Cela allait devenir une leçon très coûteuse pour eux tous. Il y a 3 mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de David. Rien de dramatique, juste de petits décalages qui semblaient étranges. Il a commencé à travailler tard plus fréquemment, citant de nouvelles exigences de clients qui nécessitaient des réunions en soirée. Son téléphone, qui traînait habituellement nonchalamment sur les comptoirs de la cuisine et les tables basses, est devenu en permanence attaché à sa personne. Quand il vibrait pendant le dîner, il y jetait un regard rapide, presque coupable, avant de le retourner face contre table. « Tout va bien au travail ?» demandai-je, et il hochait la tête trop rapidement. « Juste la période chargée. »« Tu sais ce que c'est. » Sauf que je savais ce que c'était. Et ce n'était pas ça. Le cabinet comptable de David était petit, principalement axé sur les entreprises locales et les déclarations de revenus des particuliers. Il n'avait pas le genre de client à enjeux élevés qui nécessitait des consultations d'urgence le week-end. Puis il y avait les dîners de famille. Émilie a commencé à les manquer régulièrement, toujours avec des excuses élaborées sur des vernissages de galeries d'art ou des rendez-vous avec des hommes mystérieux qu'elle ne semblait jamais vraiment présenter. Mais David recevait ces étranges textos pendant le dîner qui le faisaient sourire d'une manière qui n'avait rien à voir avec les rapports trimestriels. Je ne suis pas naturellement méfiante. J'ai toujours été du genre confiant, peut-être à l'excès, mais 28 ans à observer Émilie opérer m'avaient appris à reconnaître les signes de ses manigances. La percée est venue quand j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, enquêter réellement au lieu de simplement m'inquiéter en silence. Vous voyez, David était devenu négligent avec son empreinte numérique. Pas assez négligent pour laisser des preuves évidentes, mais assez négligent pour quelqu'un qui savait où chercher. J'ai découvert des fils de messages textes supprimés qu'il avait oublié d'avoir sauvegardés sur notre compte cloud partagé. Des messages qui remontaient à des mois, commençant innocemment mais devenant de plus en plus intimes. Des photos qu'il s'était envoyées. Des plans pour des rencontres secrètes pendant que j'étais au travail. Ce soir-là, je me suis assise dans notre chambre, fixant les preuves sur l'écran de mon ordinateur portable, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Mais au lieu de la dévastation à laquelle je m'attendais, j'ai ressenti tout autre chose. De la clarté. Pour la première fois de ma vie, je voyais la véritable dynamique de ma famille avec une vision parfaite. Émilie voulant ce que j'avais, David étant assez faible pour le lui donner, mes parents se préparant à me sacrifier pour garder leur précieuse petite fille heureuse. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux n'avait pris la peine de considérer. Sainte Amélia avait tranquillement construit sa propre vie.
Pendant qu'il tenait ma fiabilité pour acquise, j'avais suivi des cours de droit le soir. Pendant qu'il supposait que je serais toujours là pour réparer les dégâts de tout le monde, j'améliorais mes qualifications d'enseignante et postulais à de meilleurs postes dans d'autres districts scolaires. Pendant qu'ils planifiaient leur trahison, je planifiais ma sortie. Il y a 3 semaines, j'avais accepté un poste dans une école privée à Seattle. Le poste venait avec une augmentation de salaire significative, des avantages sociaux complets et une prime à la signature. Je n'en avais encore parlé à personne car je voulais surprendre David avec la bonne nouvelle. Maintenant, j'avais d'autres plans pour cette information. J'ai fait des copies de tout. Des messages récupérés, des photos supprimées, des relevés financiers montrant David utilisant notre compte joint pour des achats suspects qui coïncidaient parfaitement avec la nouvelle garde-robe d'Emily. Ensuite, j'ai appelé le cabinet d'avocats où je suivais des cours d'assistante juridique. Il s'avère que lorsque vous êtes marié depuis moins de 2 ans et que vous pouvez prouver l'adultère, vous avez beaucoup plus d'options que la plupart des gens ne le réalisent, surtout lorsque vous avez été très prudente pour garder certains actifs à votre nom uniquement. Il y a 2 semaines, je les ai enfin vus ensemble. J'ai dit à David que je dînais avec ma colocataire d'université, Sarah, mais au lieu de ça, je me suis garée en face de l'immeuble d'Emily et j'ai attendu. Effectivement, à 18h30, la Honda de David s'est arrêtée au bord du trottoir. Il est resté un instant dans la voiture avant de sortir, passant sa main dans ses cheveux comme il le fait quand il est nerveux. Puis, Emily est apparue à sa porte, vêtue d'une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Et la façon dont elle lui a souri m'a serré la poitrine, mais pas d'une douleur de cœur brisé, d'une colère intense. Ils ne sont pas allés loin, juste chez Romano, le petit restaurant italien où David et moi avions eu notre 3e rendez-vous. J'ai regardé par la fenêtre Emily se pencher sur la table, touchant sa main pendant qu'elle parlait. David était complètement captivé, suspendu à ses lèvres comme si elle révélait les secrets de l'univers au lieu de probablement se plaindre de son dernier drame. J'ai pris des photos, pas pour les preuves. J'en avais déjà beaucoup, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment, le moment où j'ai cessé d'être la victime de la famille et où je suis devenue tout autre chose. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon avocat. Je veux accélérer notre calendrier, lui ai-je dit. Et je veux ajouter quelque chose au document. La beauté d'être marié à un comptable, c'est que David avait toujours géré nos finances. Il avait ouvert nos comptes joints, géré nos investissements, s'était occupé de toute la paperasse. Il était si fier de ses compétences en planification financière qu'il avait insisté pour s'occuper de tout. Ce que David ne réalisait pas, c'est qu'être marié à une enseignante de CE2 signifie être marié à quelqu'un qui lit tout très attentivement, en particulier les contrats et les documents juridiques. Tous ces papiers qu'il m'avait demandé de signer au cours des 2 dernières années, ceux qu'il avait expliqués comme étant juste des trucs standards à des fins fiscales. J'avais lu chaque mot, et j'avais été très stratégique sur ce que je signais réellement par rapport à ce que je modifiais légèrement avant de signer. Il s'avère que mon salaire d'enseignante est peut-être modeste, mais la police d'assurance vie de ma grand-mère dont j'avais hérité et que j'avais sagement investi était tout sauf modeste. Le même héritage que j'avais utilisé pour aider David à démarrer son entreprise, ce qui, selon nos documents soigneusement rédigés, faisait de moi l'actionnaire principal de son cabinet comptable. David pensait qu'il possédait son entreprise. Emily pensait qu'elle volait le mari de quelqu'un d'autre. Ma famille pensait qu'elle avait affaire à la même fille facile à manipuler qui avait toujours donné la priorité au bonheur de tout le monde. Ils avaient tous tort. La semaine dernière, j'ai remis ma démission à l'école, avec effet immédiat, le poste à Seattle commençant le mois prochain. J'ai engagé des déménageurs pour emballer tout ce qui comptait pour moi, et j'ai appelé mes parents pour organiser une réunion de famille. Juste quelque chose que je voulais discuter avec tout le monde, ai-je dit à maman, qui était ravie que je prenne enfin l'initiative de planifier des réunions de famille. Emily sera si excitée, a-t-elle dit. Elle voulait passer plus de temps avec toi et David. J'en suis sûre, ai-je pensé, en regardant David dans la cuisine préparer son café du matin, complètement inconscient de la tempête qui allait s'abattre. Est-ce que dimanche vers 14h conviendrait? Parfait. Ma chérie, devrais-je faire mon rôti spécial? Ne te donne pas de mal, maman. Ça ne prendra pas longtemps.
La semaine précédant la confrontation était comme vivre dans un film où j'étais la seule à avoir lu le scénario. David a continué sa comédie de travailler tard et de prendre des appels téléphoniques mystérieux. Émilie continuait de m'envoyer des textos sur des « moments entre filles » et de me demander quand nous pourrions faire un double rendez-vous avec mon mari et son petit ami mystère. Mes parents ont appelé pour vérifier les plans d'anniversaire de mariage qui étaient apparemment discutés dans mon dos. Pendant ce temps, j'orchestrais ma propre version de la planification familiale. J'ai passé le lundi matin à la banque à transférer des actifs et à fermer des comptes joints. Le nom de David a été retiré de tout, sauf de son prêt professionnel, dont, selon notre accord de partenariat, il serait désormais personnellement responsable sans mon soutien financier. Mardi, j'ai rencontré un avocat immobilier à propos de la maison. Il s'avère que lorsque vous êtes le principal soutien de famille et que l'entreprise de votre conjoint dépend fortement de votre investissement, vous avez un levier important dans les négociations immobilières, surtout lorsque le dit conjoint a documenté son propre adultère par SMS. Mercredi, j'ai déjeuné avec ma directrice et lui ai expliqué la situation. Elle a été incroyablement compréhensive et a accepté d'accélérer ma paperasse de démission tout en fournissant des références élogieuses pour mon nouveau poste. Je suis désolée que cela vous arrive, a-t-elle dit en me serrant la main à travers la table de conférence. En fait, ai-je répondu, je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Je ne le savais tout simplement pas encore. Jeudi, j'ai finalisé les papiers du divorce. Mon avocat avait fait exactement ce que j'avais demandé. Tout était net, légal et absolument dévastateur pour quiconque avait supposé que je disparaîtrais tranquillement. Vendredi, j'ai chargé ma voiture avec tout ce qui comptait. Des albums photos d'avant David, les bijoux de ma grand-mère, les récompenses d'enseignement que j'avais gagnées, et mon ordinateur portable contenant 2 ans de preuves soigneusement documentées. Mais la chose la plus importante que j'ai emballée était quelque chose que personne d'autre n'aurait remarqué. Le petit carnet en cuir où j'avais consigné chaque mensonge, chaque excuse, chaque conversation familiale où quelqu'un avait rejeté mes sentiments ou minimisé ma valeur. C'est lors d'un de mes cafés réguliers avec notre amie de la famille, Margaret, que j'ai appris les dernières pièces de leur plan. Douce Margaret, qui connaissait notre famille depuis des décennies et n'avait aucune idée qu'elle révélait la conspiration. Elle a mentionné nonchalamment comment mes parents lui avaient demandé conseil sur des situations familiales délicates et si je semblais assez stable émotionnellement pour gérer des nouvelles difficiles. 28 ans à être la roue de secours de tout le monde m'avait appris à prêter attention aux détails que les autres manquaient. J'avais tenu les comptes sans même m'en rendre compte. Le carnet contenait des schémas qui auraient rendu mon professeur de psychologie fier. Les violations de limites croissantes d'Émilie. La disponibilité émotionnelle décroissante de David. La pression croissante de mes parents pour que je comprenne les besoins d'Émilie et soutienne la croissance de l'entreprise de David. C'était comme assister à une campagne coordonnée conçue pour m'isoler de ma propre vie. Dimanche matin, je me suis réveillée plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. David était déjà parti, probablement pour rencontrer Émilie pour un brunch avant leur performance de cet après-midi. Je me suis préparé une tasse de café parfaite, en utilisant les grains coûteux que j'avais toujours gardés pour les occasions spéciales, et je me suis assise sur notre porche arrière en regardant le lever du soleil. Dans quelques heures, ma famille se rassemblerait pour annoncer ce qu'ils pensaient être une nouvelle dévastatrice à leur fiable et prévisible Amélia. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de rencontrer quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La femme qui avait tranquillement bâti son propre empire pendant qu'il planifiait sa chute. J'ai vérifié ma montre. Il était temps de se préparer pour le spectacle. Je suis arrivée chez mes parents à 14 heures précises, portant mon sac à main et vêtue de la robe bleu marine que David m'avait achetée pour notre anniversaire. Si cela devait être une performance, je voulais jouer le rôle de l'épouse sans méfiance. Tout le monde était déjà assemblé dans le salon comme s'il posait pour un portrait de famille très gênant. Maman et papa sur le canapé, Émilie perchée sur le fauteuil, l'air nerveuse mais excitée, et David debout près de la fenêtre comme s'il se préparait à s'enfuir. Le positionnement était stratégique. Je pouvais le voir immédiatement. Il s'était arrangé pour que je sois encerclée, sans issue facile et avec un impact émotionnel maximal lorsqu'ils annonceraient leurs nouvelles. Bonjour tout le monde, ai-je dit joyeusement, m'installant dans la chaise qu'ils avaient manifestement choisie pour moi.
Merci de vous être réunis si rapidement. Mon père s'est raclé la gorge. En fait, ma chérie, c'est nous qui avions besoin de te parler. Oh. J'ai incliné la tête. L'image de la curiosité innocente. Émilie s'est agitée sur son siège, vibrant pratiquement d'anticipation. David avait l'air d'aller être malade. Il y a quelque chose que tu dois savoir, a commencé maman de sa voix douce, à propos de David et Émilie. J'ai hoché la tête de manière encourageante. Je vous écoute. Papa a pris le relais, son ton devenant plus sérieux. Ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre. De vrais sentiments. Et nous pensons qu'il est préférable que tu l'apprennes de la famille plutôt que de le découvrir d'une autre manière, a terminé maman. Le silence s'est étiré pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai fait quelque chose qui n'était clairement pas dans leur scénario. J'ai ri. Pas un rire amer ou hystérique. Un rire sincèrement amusé. C'est de ça qu'il s'agit, ai-je demandé, regardant leur visage confus autour de la pièce. Émilie a parlé pour la première fois. Amélia, je sais que c'est difficile à comprendre, mais parfois l'amour arrive tout simplement. David et moi n'avons jamais voulu que cela se produise, mais nous ne pouvons pas nier ce que nous ressentons. Elle avait manifestement répété ce discours. Papa s'est penché en avant avec l'expression qu'il arborait pour expliquer pourquoi la dernière crise d'Émilie était en fait de ma responsabilité de la résoudre. Nous en avons parlé en famille, et nous pensons qu'Émilie et David sont mieux assortis. Émilie a besoin de quelqu'un de stable, et David a besoin de quelqu'un qui puisse apprécier son côté artistique. Depuis quand David a-t-il un côté artistique ? Me suis-je demandé. Sauf si on compte la comptabilité créative. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, a ajouté maman doucement. Émilie a été si malheureuse dernièrement et tu as toujours été la plus forte. Nous savons que tu comprendras. Et voilà. La déclaration de mission de la famille. Amélia comprendra. Amélia se sacrifiera. Amélia rendra possible le bonheur de tous les autres. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti 2 enveloppes en manille, les plaçant calmement sur la table basse. Voici le truc, ai-je dit, ma voix toujours légère et conversationnelle. Je sais tout de vos sentiments. Je le sais depuis des semaines. David a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu savais ? Je sais pour les messages supprimés que vous avez oublié d'avoir sauvegardés. Les dîners secrets, les photos. Je sais pour l'appartement qu'Émilie a visité la semaine dernière, qui est commodément proche du bureau de David. Le visage d'Émilie était devenu pâle. Comment as-tu ? Parce que contrairement à vous tous, je prête attention aux détails. J'ai désigné les enveloppes. Je prête aussi attention aux documents juridiques, aux relevés financiers et aux droits de la propriété. J'ai ouvert la première enveloppe et j'ai étalé les papiers du divorce sur la table basse comme si je distribuais des cartes. Ce sont les papiers du divorce, David, déjà signés par moi il y a 3 jours. La deuxième enveloppe contenait des documents financiers. Et ceci montre qu'à partir d'hier matin, tu n'as plus accès à nos comptes joints, à notre maison, ni aux fonds d'investissement qui ont soutenu ton entreprise ces 2 dernières années. La pièce était devenue complètement silencieuse. Vous voyez, voici ce que vous avez tous manqué dans vos petites séances de planification, ai-je continué en me levant et en lissant ma robe. Vous avez supposé que j'étais la même personne que j'ai toujours été. La fille serviable, l'épouse compréhensive, la sœur facile à manipuler. J'ai ramassé mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte. Mais j'ai grandi, et j'en ai eu marre d'être le plan de secours de tout le monde. Émilie a finalement retrouvé sa voix. Amélia, attends. Tu ne peux pas juste. Juste quoi, Émilie ? Prendre le contrôle de ma propre vie ? J'ai fait une pause sur le seuil et j'ai regardé ma famille. Mon ancienne famille. Au fait, je commence un nouveau travail à Seattle le mois prochain. Je serai partie d'ici vendredi. David, tu trouveras ma nouvelle adresse dans les papiers. En marchant vers ma voiture, j'entendais Émilie pleurer et mes parents essayer de la réconforter, car Dieu préserve qu'Émilie fasse face aux conséquences de ses actes. David m'avait suivi dehors. Amélia, s'il te plaît, nous devons en parler.
Je me suis retournée pour lui faire face une dernière fois. Non, David, nous n'avons vraiment pas besoin. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie, les laissant se débrouiller avec le désordre qu'ils avaient créé. Pour la première fois de ma vie, je me choisissais, et c'était absolument parfait. 3 jours plus tard, je suis dans mon nouvel appartement à Seattle, déballant des cartons pendant que mon téléphone vibre sans arrêt avec des appels de numéros auxquels je refuse de répondre. La vue de la fenêtre de mon salon donne sur le Puget Sound, et honnêtement, c'est une amélioration significative par rapport à la contemplation de la collection d'affiches de motivation de David sur la responsabilité fiscale. L'appartement lui-même est une révélation. 2 chambres, du parquet et un îlot de cuisine sur lequel je peux vraiment cuisiner, au lieu de la cuisine couloir obsédée par l'efficacité de David. Je l'avais trouvé en ligne il y a 2 mois et j'avais versé un acompte avant même d'avoir dit à qui que ce soit que je partais. Planifié à l'avance. Apparemment, c'est mon super pouvoir. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est maman, alors je décide de répondre. Amélia, Dieu merci, dit-elle, la voix tendue. Nous devons parler de ce qui s'est passé dimanche. Tu es partie si brusquement, et la pauvre Émilie pleure depuis. Pauvre Émilie, je répète, en posant la boîte de livres que je suis en train de déballer. Ah bon? Ce n'est pas ton genre, ma chérie. Tu es habituellement si compréhensive, si indulgente. Ton père pense que tu as peut-être besoin de temps pour digérer, mais Émilie a le cœur brisé par la façon dont cela affecte votre relation. Je m'arrête au milieu de l'agencement de ma bibliothèque. Maman, laisse-moi te demander quelque chose. Dans toutes ces conversations sur les sentiments d'Émilie, est-ce que quelqu'un a mentionné les miens? Silence. Parce que je suis curieuse, quand exactement mon chagrin d'amour allait-il être pris en compte dans cette discussion familiale? Allons, Amélia, tu es dramatique. Le suis-je? Parce que de mon point de vue, il semble que la seule personne dont les sentiments n'ont pas d'importance dans cette situation est l'épouse légitime. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous avez déjà dû choisir entre le confort de votre famille et votre propre respect. La vérité, c'est que je m'attendais à cet appel, tout comme je m'attendais aux 17 messages textes d'Émilie expliquant qu'elle n'avait jamais voulu que cela arrive, et qu'elle espérait que nous pourrions surmonter cela en tant que sœurs. Tout comme je m'attendais aux messages vocaux de plus en plus désespérés de David promettant de rompre avec Émilie et suppliant une chance de s'expliquer. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait prévu, c'est que je sois à 3 états de distance, complètement injoignable et absolument pas dérangé par leur crise. Où loges-tu? Demande maman, changeant de tactique. Ton père veut venir te parler en personne. Je suis sûre qu'il le veut, mais ça n'arrivera pas. Amélia, nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Étions-nous une famille quand vous vous êtes tous assis pour planifier comment briser mon mariage? Étions-nous une famille quand Émilie a décidé que mon mari ressemblait à un nouveau jouet amusant? Étions-nous une famille quand David se faufilait dans mon dos pendant des mois? Une autre pause. Plus longue cette fois. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, dit-elle finalement. Non, maman. Vous voulez ce qui est le plus facile pour tout le monde. Il y a une différence. Je raccroche et éteins mon téléphone. Dehors, par ma fenêtre, Seattle est animé de gens vivant leur propre vie, poursuivant leurs propres objectifs, faisant leurs propres choix. C'est rafraîchissant d'être entouré d'étrangers qui ne s'attendent pas à ce que je sacrifie mon bonheur pour leur commodité. Ce soir-là, je discute en vidéo avec mes nouveaux collègues de l'école privée. Ils sont enthousiasmés par les méthodes d'enseignement innovantes que j'ai proposées, et nous passons 1 heure à discuter du développement du programme. Quand est-ce que la dernière fois que quelqu'un dans ma famille m'a interrogé sur mes intérêts professionnels? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. À la fin de la semaine, David est passé à la vitesse supérieure en se présentant à des endroits où il pense que je pourrais être. Malheureusement pour lui, je suis à plus de 300 km de là, en train de boire un excellent café et d'explorer le Pike Place Market. Mon téléphone a 43 appels manqués de sa part. Je n'en ai écouté aucun. Les messages vocaux, selon les transcriptions que mon téléphone fournit obligeamment, suivent un schéma prévisible.
D'abord sont venues les explications, comment Émilie l'avait poursuivi. Comment il avait essayé de résister. Comment, c'est juste arrivé. La logique classique du tricheur. Faites de vous la victime de vos propres choix. Puis sont venues les promesses. Il romprait immédiatement avec Émilie. Il irait en thérapie. Il ferait tout ce qu'il faut pour me reconquérir. Il déménagerait même à Seattle si c'est ce que je voulais. Maintenant, il est dans la phase de marchandage désespéré. Des messages sur nos bons souvenirs, nos rêves partagés, combien il m'aime et comment il ne peut pas vivre sans moi. C'est presque adorable à quel point il comprend peu les conséquences. Ce matin, il a essayé une approche différente. Au lieu de m'appeler, il a appelé l'école où je travaillais, essayant d'obtenir ma nouvelle adresse. Mon ancienne directrice, que Dieu la bénisse, lui a dit qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où j'étais partie. Elle m'a aussi appelé pour me prévenir, c'est ainsi que j'ai appris que David a apparemment pris une semaine de congé pour se concentrer sur le sauvetage de son mariage. Dommage que son mariage se soit terminé au moment où il a décidé que ma sœur était plus intéressante que sa femme. Je déjeune dans un restaurant au bord de l'eau quand mon téléphone sonne avec un numéro inconnu de Seattle. Contre toute attente, je réponds. Amélia, Dieu merci. C'est David. S'il te plaît, ne raccroche pas, je prends une gorgée de mon vin. Un délicieux Pinot Grigio qui coûte plus cher le verre que ce que David dépense habituellement pour une bouteille entière. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai engagé un détective privé. Amélia, nous devons parler. Je prends l'avion ce soir. L'audace est à couper le souffle. Tu as engagé un détective privé pour harceler ton ex-femme? Tu n'es pas mon ex-femme. Nous sommes toujours mariés. Seulement jusqu'à ce que la paperasse soit finalisée, ce qui devrait être le cas d'un jour à l'autre puisque tu as été si coopératif pour tout signer. Je n'ai rien signé. Je m'arrête, mon verre de vin à mi-chemin de mes lèvres. Excuse-moi? Je ne signe pas les papiers du divorce. Je me bats, Amélia. Je me bats pour nous. Cette fois, je ris, et le couple à la table voisine jette un regard curieux. David, tu peux te battre autant que tu veux. Tu as commis l'adultère avec ma sœur. Dans la plupart des États, y compris Washington, où je réside maintenant, cela rend le divorce assez simple. Mais je t'aime. Tu as une drôle de façon de le montrer. Émilie était une erreur. Une énorme erreur. J'étais confus, flatté par l'attention, et j'ai fait des choix terribles, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je fais signe au serveur pour un autre verre de vin. Cette conversation nécessite de l'alcool. David, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu as décidé de coucher avec ma sœur, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as participé à une conspiration familiale conçue pour m'humilier. Tu as assisté à des réunions de planification secrètes sur la façon d'annoncer la nouvelle. Tu as répété des discours sur la façon dont l'amour ne peut être contrôlé. Silence à l'autre bout du fil. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas les réunions de famille? Que Émilie demandait conseil à maman et papa sur la façon de voler le mari de quelqu'un? Que papa faisait des recherches sur la loi sur le divorce pour s'assurer qu'Émilie ne serait pas tenue légalement responsable de l'adultère? Comment as-tu? Parce que contrairement à toi, David, je prête attention. Et contrairement à Émilie, je ne suppose pas que tout le monde autour de moi est stupide. Ce que David ne sait pas, ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que je documente tout depuis des mois. Pas seulement l'affaire, mais toute la dynamique familiale qui l'a rendue possible. J'ai des enregistrements de conversations avec l'amie de la famille, Margaret, où mes parents discutaient de la façon dont Émilie méritait quelqu'un qui apprécie vraiment sa créativité et de la façon dont David pourrait être gaspillé avec quelqu'un d'aussi pratique qu'Amélia. J'ai des captures d'écran de textos d'Émilie demandant à notre cousine des conseils sur la façon de savoir si un homme est heureux dans son mariage et si certaines personnes sont simplement mieux assorties. J'ai des relevés financiers montrant comment David a utilisé nos économies communes pour acheter des cadeaux à Émilie, y compris la robe rouge que je l'ai vue porter chez Romano. Le plus accablant de tous, j'ai des séquences vidéo de la caméra de sécurité que David avait suggéré d'installer dans notre cuisine pour des raisons de sécurité.
Des heures d'Émilie visitant notre maison pendant que j'étais au travail, fouillant dans mes affaires personnelles, et oui, étant très intime avec mon mari dans ce qui était autrefois notre espace commun. La caméra était l'idée de David, en fait. Il l'avait suggérée après le cambriolage de la maison d'un voisin. Il avait juste oublié que les caméras de sécurité enregistrent tout le monde, y compris les maris infidèles et leurs complices. En ce moment même, Émilie découvre que ce qu'elle voulait n'est pas tout à fait le conte de fées qu'elle avait imaginé. Selon les appels de plus en plus frénétiques de ma mère, auxquels j'ai commencé à répondre juste pour le divertissement, Émilie s'attendait à entrer sans heurts dans ma vie. Elle s'était imaginé des dîners romantiques dans ma maison, dormant dans mon lit, jouant à la dinette avec David pendant que tout le monde célébrait leur grand amour. Au lieu de cela, David est fauché. Vous voyez, Émilie n'a jamais pris la peine de s'informer de nos arrangements financiers. Elle a supposé que parce que David possédait un cabinet comptable, il devait être riche. Elle ne savait pas que son entreprise dépendait entièrement du capital d'investissement que j'avais hérité de ma grand-mère. Elle ne savait pas non plus que j'avais progressivement retiré ce soutien au cours du dernier mois, transférant des actifs et fermant des comptes pendant que David était trop distrait par sa liaison pour s'en apercevoir. La maison est à mon nom, grâce à un contrat de mariage soigneusement rédigé que David avait signé sans le lire attentivement. On pourrait penser qu'un comptable serait plus prudent avec les documents financiers, mais apparemment, l'amour rend les gens moins soucieux de la paperasse. Les paiements de la voiture sont automatiquement déduits d'un compte qui n'existe plus. Le prêt professionnel est maintenant la responsabilité personnelle de David, sans co-signataire et sans soutien financier. Émilie pensait qu'elle gagnait un prix. Au lieu de cela, elle a obtenu un ex-mari infidèle avec une entreprise en faillite et une montagne de dettes. Mon téléphone vibre avec un texto de ma cousine Rachel, qui me tient au courant du drame familial. Émilie retourne vivre chez tes parents. David dort sur leur canapé depuis 3 jours. Ta mère m'a demandé si tu envisagerais une thérapie familiale. Je réponds, dis à maman que j'envisage d'obtenir une ordonnance restrictive s'il n'arrête pas d'appeler. Cet après-midi-là, je reçois un email de l'associé de David, quelqu'un que je connais depuis des années. Il est professionnel mais direct. David a manqué 3 réunions avec des clients cette semaine, et il s'inquiète de la stabilité du cabinet. Serais-je disposé à discuter de la transition de mon investissement? Je transfère l'email à mon avocat avec une note, veuillez vous en occuper. Je veux une séparation nette de toutes les obligations commerciales de David. 20 minutes plus tard, mon avocat me rappelle. C'est plus sérieux que nous ne le pensions au départ. Son associé demande essentiellement si vous prévoyez de mettre le cabinet en faillite en retirant votre soutien. Je ne prévois rien d'autre que de protéger mes actifs. Si David ne peut pas gérer son entreprise sans mon argent, c'est son problème à résoudre. L'associé propose de racheter votre participation à un prix très avantageux. Il veut préserver le cabinet. Je réfléchis à cela en regardant les ferries traverser le détroit depuis ma fenêtre. Contre-offre. Je vends, mais je veux un droit de préemption s'il décide un jour de vendre le cabinet lui-même. Et je veux que tous les contrats clients mentionnant mon nom ou mon investissement soient immédiatement annulés. Vous vous assurez essentiellement que David n'a aucune prétention sur vos contributions. C'est exactement ce que je m'assure. Le soir, j'ai un chèque de banque pour plus d'argent que David n'en a gagné en 2 ans. Son associé était motivé. Apparemment, la crise de David affecte leur réputation auprès des clients. Je dépose le chèque sur mon nouveau compte bancaire à Seattle et je me fais la remarque d'envoyer une carte de remerciement à Émilie. Son égoïsme vient de me rendre financièrement indépendante. 2 semaines après le début de ma vie à Seattle, je m'installe dans des routines qui me semblent plus authentiques que tout ce que j'ai vécu dans mon mariage. Café du matin au café local où le barista connaît ma commande. Promenade du soir à travers le Pike Place Market. Randonnée le week-end dans des endroits aux noms comme Snoqualmie Falls et Mount Rainier. Je me fais aussi des amis, de vrais amis qui m'ont rencontré en tant qu'Amélia l'enseignante, pas Amélia l'épouse ou Amélia la fille responsable. Il y a Sarah du studio de yoga, Marcus qui enseigne à l'école avec moi, et Janet, ma voisine, qui me montre les meilleurs endroits pour les brunchs du week-end. Aucun d'eux ne connaît mon récent divorce ou mon drame familial. Pour eux, je suis juste une femme qui a déménagé à Seattle pour un nouveau départ.
C'est rafraîchissant d'être vu comme une personne à part entière au lieu du personnage secondaire de quelqu'un d'autre. Les appels de la famille ont diminué mais n'ont pas complètement cessé. Hier soir, papa a essayé une nouvelle approche. Ta mère pleure tous les jours depuis que tu es parti, a-t-il dit, sa voix lourde de déception. Elle ne comprend pas comment tu as pu simplement disparaître de nos vies comme ça. Je n'ai pas disparu, papa. J'ai déménagé. Les gens font ça. Pas sans dire à leur famille où ils vont. Je vous ai dit où j'allais. J'ai dit que je partais pour Seattle. Le fait que vous ne m'ayez pas prise au sérieux n'est pas mon problème. Mais tu ne nous as pas donné une chance d'arranger les choses. Émilie a fait une erreur, mais c'est la famille. David a fait une erreur, mais le mariage, c'est le pardon. Je m'arrête au milieu de l'arrosage de mes nouvelles plantes. Des succulentes qui peuvent survivre même si je les oublie parfois, contrairement aux orchidées à entretien élevé que David insistait toujours pour que nous ayons. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Si j'avais trompé David avec le petit ami d'Émilie, est-ce que tu l'appellerais en ce moment pour lui demander de me pardonner au nom de la famille? Longue pause. C'est différent. Comment? Tu n'es pas le genre de personne qui ferait ça. Exactement. Je ne suis pas le genre de personne qui trahit les gens qu'elle est censée aimer. Alors pourquoi me demandes-tu d'accepter ce comportement de la part de personnes qui prétendent m'aimer? Parce que la famille signifie surmonter les situations difficiles. Non, papa. La famille signifie ne pas créer de situations difficiles en couchant avec le mari de sa sœur. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. La vérité, c'est que je ne suis plus en colère. Être en colère impliquerait que j'attendais mieux d'eux, et j'ai réalisé que je me préparais à la déception en attendant d'eux qu'ils m'apprécient comme je les appréciais. Émilie a toujours été égoïste. David a toujours été faible. Mes parents ont toujours donné la priorité aux sentiments d'Émilie par rapport aux miens. J'étais la seule à avoir changé. J'ai juste cessé de l'accepter. Ce matin, j'ai reçu une visite inattendue à l'école. David, l'air hagard et désespéré, a somehow convaincu l'accueil qu'il était mon mari et qu'il devait me voir de toute urgence. Tu ne peux pas te cacher de moi pour toujours, a-t-il dit quand je suis venue dans le hall. Je ne me cache pas. Je vis. Il y a une différence. Je t'appelle depuis des semaines. Et je t'ignore depuis des semaines. Certains pourraient appeler ça un schéma. Il a regardé autour du hall, observant les œuvres d'art coûteuses et le mobilier moderne de mon nouveau lieu de travail. C'est une belle école, bien plus belle que là où tu enseignais. Oui, en effet. Il s'avère que lorsqu'on arrête d'accepter les miettes que les gens vous offrent, de meilleures opportunités se présentent. J'ai conduit 18 heures pour arriver ici, Amelia. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'écouter. J'ai vérifié ma montre. Tu as 5 minutes. J'ai complètement rompu avec Émilie. J'ai déménagé de chez tes parents. Je suis en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je suis sérieux pour arranger ça. David, tu ne peux pas arranger ça. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est un choix que tu as fait. Tu as choisi Émilie plutôt que moi. Tu as choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Tu as choisi de participer à mon humiliation. Il n'y a pas moyen d'annuler ces choix. Mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, l'épouse qui rendait ta vie pratique, qui soutenait ton entreprise, qui ne remettait jamais en question tes choix. Mais la vraie moi, la femme avec ses propres pensées, ses sentiments et ses limites, tu n'as jamais pris la peine de la connaître. La sécurité approchait. Apparemment, le ton de ma voix avait attiré l'attention. Si tu m'aimes, ai-je dit doucement, signe les papiers du divorce et laisse-moi continuer ma vie. Pour la première fois depuis le début de ce désordre, David avait l'air de comprendre enfin que j'étais sérieuse. Et si je ne peux pas te laisser partir, a-t-il demandé. Alors tu découvriras que ce que tu ne peux pas laisser partir ne t'a jamais appartenu. La confrontation finale a eu lieu 3 semaines plus tard, et ce n'était pas avec David. Émilie s'est présentée à mon appartement sans prévenir un samedi matin, ayant somehow convaincu notre cousine Rachel, qui était proche d'Émilie depuis l'enfance et ressentait apparemment encore une loyauté mal placée envers elle, de lui donner mon adresse.
J'ai ouvert la porte pour la trouver debout dans mon couloir, l'air plus petite et moins confiante que je ne l'avais jamais vue. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit sans préambule. J'ai envisagé de lui fermer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. Entre. Elle est entrée dans mon salon et a immédiatement commencé à pleurer. Pas les larmes dramatiques et en quête d'attention qu'elle avait perfectionnées dans son enfance, mais de véritables sanglots épuisés. J'ai tout gâché, a-t-elle dit en s'effondrant sur mon canapé. David, notre famille, ta vie. J'ai tout détruit. Je me suis versé un café et ne lui en ai pas offert. Oui, tu l'as fait. Je pensais que si je pouvais juste avoir ce que tu avais, je me sentirais enfin assez bien. Mais David n'est pas. Il n'est pas l'homme que je pensais qu'il était quand il était avec toi. Que veux-tu dire? Il est faible, Amélia. Il est needy et collant, et il n'arrête pas de parler de combien tu lui manques. Il ne me veut pas. Il veut te récupérer. Et il se contente de moi parce que je suis la chose la plus proche qu'il puisse obtenir. Je me suis assise en face d'elle, étudiant son visage. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Comme une idiote. Comme si j'avais jeté ma relation avec ma sœur pour un homme qui ne me veut même pas vraiment. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de 28 ans de ce même schéma. Émilie créant le chaos, faisant face aux conséquences, et s'attendant à ce que je répare tout. Émilie, puis-je te demander quelque chose? Quand as-tu décidé que tu voulais David? Elle s'est essuyé le nez avec sa manche. À ton mariage, en vous regardant danser, en voyant à quel point tu avais l'air heureuse. Je voulais ça. Je voulais que quelqu'un me regarde comme il te regardait. Alors, tu as décidé de le prendre. Je pensais que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Je me suis convaincue que c'était le destin ou quelque chose de romantique comme ça. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'envie. Elle a hoché la tête misérablement. J'ai toujours été jalouse de toi, de tes notes, de ton succès, de la fierté de maman et papa pour tes réalisations. Même quand ils me louaient, je savais que c'était différent. Tu as gagné leur respect. J'ai juste eu leur indulgence. C'était la conversation la plus honnête qu'Émilie et moi ayons jamais eue. Alors, quand je me suis mariée et que j'ai eu l'air sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années, tu ne l'as pas supporté. Je l'ai détesté. J'ai détesté que tu aies quelque chose que je voulais, et j'ai détesté que tu le mérites plus que moi. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, traitant cet aveu. Émilie, comprends-tu que David n'a jamais été le vrai prix? Que veux-tu dire? Le prix, c'était la vie que je me suis construite, le respect que j'ai gagné par mon travail, la sécurité financière que j'ai créée par une planification minutieuse, les compétences relationnelles que j'ai développées en étant un être humain décent. David n'était que David, une personne qui se trouvait faire partie de cette vie. Je ne comprends pas, tu ne peux pas voler le bonheur de quelqu'un d'autre, Émilie. Tu ne peux voler que les choses qui représentent leur bonheur, et ces choses ne valent rien sans la fondation qui les a créées. Elle a regardé autour de mon appartement. La vue, les beaux meubles, les preuves d'une vie bien vécue. Tu as l'air heureuse ici. Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années sans David parce que j'ai enfin arrêté d'attendre que les autres décident de ce que je mérite. Nous sommes restés assises en silence pendant quelques minutes pendant qu'Émilie continuait de pleurer doucement. Y a-t-il une chance que tu puisses un jour me pardonner? A-t-elle finalement demandé. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je ne sais pas. Mais Émilie, même si je pouvais te pardonner, je ne pense pas que je pourrais jamais te faire confiance à nouveau. Et sans confiance, quel genre de relation aurions-nous? Alors, c'est tout? Nous ne serons plus jamais sœurs? On n'a jamais vraiment été sœurs, Émilie. Nous étions juste deux personnes qui ont grandi dans la même maison. Les sœurs se protègent. Les sœurs célèbrent les succès des autres. Les sœurs n'essaient pas systématiquement de détruire la vie des autres. Elle s'est levée pour partir, l'air vaincue d'une manière qui m'aurait peut-être émue il y a quelques mois. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit à la porte, je suis fière de toi. Pour la toute première fois, tu t'es choisi plutôt que les sentiments de tout le monde. J'ai toujours pensé que tu étais faible, mais nous quitter a demandé plus de force que je n'en aurais jamais.
Après son départ, je me suis assise sur mon balcon en regardant l'eau et en pensant au pardon. Peut-être qu'un jour je pardonnerai à Émilie, à David et à mes parents. Mais le pardon serait pour mon bien, pas le leur. Et cela ne signifierait pas les laisser revenir dans ma vie. Certains ponts sont faits pour être brûlés. 6 mois plus tard, je prépare mon premier Thanksgiving à Seattle. Au lieu de rentrer à la maison pour gérer le drame familial et marcher sur des œufs autour des sentiments de chacun, j'organise un dîner pour ma famille choisie. Sarah, Marcus, Janet et quelques autres amis qui sont devenus plus solidaires en 6 mois que mes parents de sang ne l'ont été en 28 ans. Mon téléphone sonne pendant que je prépare les légumes. C'est un numéro inconnu avec l'indicatif de ma ville natale. D'habitude, je le laisserais aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me pousse à répondre. Amélia, c'est Rachel. Ma cousine semble hésitante, ce qui est inhabituel pour elle. Salut, Rachel. Tout va bien? Je voulais te mettre au courant de la situation familiale. Je sais que tu évites leurs appels, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe. Je m'arrête de couper. Je t'écoute. L'associé de David l'a complètement racheté le mois dernier. Apparemment, David était trop peu fiable pour maintenir les relations avec les clients. Il travaille pour quelqu'un d'autre maintenant. Un salaire beaucoup plus bas. Et Emily a déménagé à Portland. Elle travaille dans une galerie d'art là-bas pour se trouver. Selon ta mère, ils ont rompu il y a des mois. Comment maman et papa gèrent tout ça? Rachel soupire. Pas bien. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont perdu leurs 2 filles et qu'ils ne comprennent pas ce qui a mal tourné. Ta mère m'a demandé de t'appeler. En fait, elle veut savoir si tu envisagerais de rentrer à la maison pour Noël. Je regarde autour de mon appartement la vie que j'ai construite à partir de rien. L'épreuve de choix fait pour mon propre bonheur plutôt que pour la commodité de tous les autres. Dis à maman que j'ai déjà des projets pour Noël. Avec des gens qui apprécient vraiment ma présence. Elle a beaucoup pleuré. Amélia, tu lui manques. Alors elle aurait dû y penser avant d'aider à planifier mon humiliation. Après avoir raccroché, je réalise quelque chose de profond. Je ne me sens plus coupable de leur tristesse. Leurs sentiments ne sont plus de ma responsabilité. Au dîner ce soir-là, Janet lève son verre de vin pour un toast. Aux secondes chances et au nouveau départ, à se choisir soi-même, ajoute Sarah. À découvrir qu'on est plus fort qu'on ne l'a jamais imaginé, intervient Marcus. Nous trinquons et je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, un contentement total avec mes propres choix. Plus tard, alors que mes amis aident à nettoyer, Sarah demande, le regrettes-tu parfois? Avoir tourné le dos à toute ta famille? Je réfléchis à la question en chargeant le lave-vaisselle. Non. Je regrette d'avoir mis si longtemps à réaliser que je méritais mieux. Mais partir, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Que dirais-tu à quelqu'un dans une situation similaire? Que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres aux dépens du vôtre. Que la famille est censée ajouter à votre vie, pas en soustraire. Et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens subir les conséquences de leurs choix. Alors que mes amis partent, me serrant dans leurs bras et faisant des plans pour le week-end prochain, je réalise quelque chose qui aurait choqué l'ancienne Amélia. Je suis sincèrement heureuse. Pas le bonheur compliqué et conditionnel que je ressentais autrefois lorsque tout le monde était satisfait. Pas le soulagement anxieux d'avoir géré avec succès les émotions de tout le monde, mais une joie pure et simple dans ma propre vie. J'ai construit quelque chose de beau ici. Une carrière qui me met au défi et m'épanouit. Des amitiés basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Une indépendance financière que personne ne peut m'enlever. Un espace qui reflète mes propres goûts et choix. Si cette histoire vous a touché, assurez-vous de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Laissez un commentaire me racontant une fois où vous avez dû choisir entre le confort de votre famille et votre propre bonheur. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'accepter ce que tout le monde pense que vous méritez. David m'envoie des textos de temps en temps, généralement tard le soir, s'excusant ou se remémorant de bons moments que nous aurions eus. Je ne réponds plus, non par colère, mais parce que je n'ai sincèrement rien à lui dire.
Il est devenu sans importance dans ma vie, ce qui est probablement le résultat le plus dévastateur qu'il aurait pu imaginer. Émilie m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. À l'intérieur, elle avait écrit « Je sais que tu ne voudras probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais que tu saches que partir a été la meilleure chose qui te soit arrivée. Tu as l'air plus heureuse sur les photos que Rachel nous montre que tu ne l'as jamais été quand tu essayais de nous rendre heureux. » Elle avait raison. J'avais essayé de les rendre heureux pendant 28 ans. Maintenant, je me rends heureuse moi-même, et la différence est extraordinaire. Parfois, les gens me demandent si je me sens seule sans ma famille. La vérité, c'est que j'étais plus seule quand j'étais avec eux que je ne l'ai jamais été par moi-même. Être entouré de gens qui ne vous apprécient pas est infiniment plus isolant que d'être seul avec sa propre valeur. Je n'aurais jamais pensé être la femme qui a tout quitté pour recommencer. Mais d'un autre côté, je n'aurais jamais pensé être la femme qui a tranquillement documenté des mois de trahison tout en préparant la contre-attaque parfaite. Il s'avère que je n'ai jamais été la personne passive et accommodante qu'ils pensaient tous que j'étais. J'étais juste quelqu'un qui n'avait pas encore appris que son propre bonheur comptait. Maintenant, je sais. Et cette connaissance m'a libérée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer alors que j'essayais encore de mériter l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. Je m'appelle Amélia. J'ai 28 ans. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement qui je veux être.